La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle en compagnie de l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Ensemble, nous abordons une partie que nous avions déjà commencée la semaine dernière et qui est l'une des périodes évidemment les plus sombres de l'histoire de l'Alliance, puisque nous sommes maintenant à la fin des années 30 et il faut commencer cette émission en parlant de la situation en Palestine et en Syrie, deux des pays où l'action de l'Alliance est la plus importante, mais qui vivent des périodes particulièrement troublées à partir, disons, Georges Bensoussan, de 1936. Tout à fait. Alors, ce sont des périodes troublées d'une part parce que la montée du nationalisme arabe s'affirme, vise à l'indépendance, bien sûr, contre le mandat français, par exemple, en Syrie, contre le mandat anglais en Palestine, mais aussi surtout parce qu'en 1936 éclate la grande révolte palestinienne nationaliste qui va durer, en gros, jusqu'en 1939. Et pour les Juifs de Syrie comme pour les Juifs du Yishuv en Palestine, la perspective est sombre. Par exemple, les Juifs de l'Alliance, combien la sympathie de la rue arabe pour le nazisme est puissante, prégnante. On a le rapport d'Ezra Menda, qui est l'un des grands directeurs de l'école de l'Alliance à Alep en Syrie en juin 1936, qui dit ceci, je le cite: « Hitler représente aux yeux des Arabes le modèle le plus adéquat à leur pensée. Sur les bancs des écoles secondaires de l'Irak, combien de croix gammées ont déjà été gravées et dans les cœurs de la jeunesse scolaire, combien plus profondément encore est gravé l'idéal de Hitler qui n'est que de la haine du juif à laquelle s'allie la haine du colonisateur. » Fin de citation. Et de très nombreux témoins européens, consulaires en particulier, militaires, médecins, aussi bien à Bagdad qu'à Damas, qu'en Palestine, à Jenin par exemple, montrent la sympathie de la rue arabe pour Hitler. Par exemple, à Jenin, les photos d'Hitler sont exposées dans les vitrines de certains commerçants. Le consul allemand à Jérusalem lui-même rapporte d'un capital de sympathie extraordinaire auprès des Arabes. Et si la foule arabe, dit-il, se fait menaçante, il suffit de dire qu'on est allemand, ce qui vous vaut un sauf-conduit. Et si l'on révèle son identité en hurlant à Hitler, l'attitude des Arabes devient carrément enthousiaste et l'Allemand reçoit des ovations, les Arabes lui rendant frénétiquement son salut hitlérien. Fin de citation. Et au Maghreb également, la situation se dégrade, y compris en Algérie d'ailleurs, même si l'Alliance, on le sait, n'y est présente que par le biais des Talmud et Torah. Alors, ça, c'est pour le Proche-Orient, la situation se dégrade, mais en Europe, dans le même temps, à partir de 1936, la situation, et même 1933, la situation est extrêmement dégradée parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne nazie, il y a une vague d'antisémitisme qui balaie tout le continent européen, surtout l'Est de l'Europe, mais également l'Ouest n'est pas épargné. On pense à la France des dernières années de la décennie 1930, et là, l'Alliance a fort à faire parce qu'elle doit d'abord affronter l'antisémitisme allemand, un antisémitisme allemand qui a d'ailleurs été longtemps sous-estimé avant le nazisme, puisqu'on mettait en avant l'antisémitisme russe pogromiste. L'un des rares membres de l'Alliance à avoir perçu la dangerosité de l'antisémitisme allemand dès les années 10 du XXe siècle, c'était Victor Bach, l'un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Et alors, face à l'Allemagne nazie, là, le problème se pose, que peut faire l'Alliance? Eh bien, en fait, l'Alliance ne va pas agir seule, elle va agir avec les autres organisations juives, et d'abord, elle va agir en concertation avec les organisations juives allemandes, c'est-à-dire elle ne va prendre de décisions qu'à la condition que ces décisions ne nuisent pas aux juifs d'Allemagne, qui ont peur d'être des otages du Reich, à juste titre d'ailleurs. Alors, concrètement, que signifie réagir pour l'Alliance comme pour les autres organisations juives? Ça veut dire protester, manifester, défiler. Ça veut dire aussi, à l'échelle du monde juif plus global, créer un congrès juif mondial permanent. À partir de 1936, il y avait des congrès juifs qui se réunissaient d'année en année, mais ce n'était pas des sessions permanentes. Mais les actions plus concrètes, c'est évidemment l'aide aux émigrés juifs allemands, juifs autrichiens, pas seulement d'ailleurs, mais c'est aussi l'action auprès des organisations internationales à un moment où l'Alliance a un rôle diplomatique encore à jouer, ce qui sera de moins en moins le cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Alliance intervient avec d'autres toujours, c'est un travail collectif avec les Américains, les Anglais, les Hollandais en particulier aussi, auprès de la SDN. Par exemple, la LSDN se crée un haut commissariat pour les réfugiés allemands, l'Alliance y siège avec d'autres organisations. L'Alliance également a sa part dans la création d'organisations spécifiquement juives européennes. Et
en ce qui concerne les organisations juives allemandes elles-mêmes, est-ce qu'elles demandent une aide spécifique à l'Alliance à Paris? Oui, oui. Dans un domaine très précis, c'est le domaine de la propagande antisémite. Elles leur demandent comment contrer la propagande antisémite, comment élaborer un contre-discours qui vient nazi. C'est une vision un peu optimiste, mais en tous les cas, l'Alliance les a aidés sur le plan pédagogique, sur le plan didactique, à aider à élaborer en tous les cas un contre-discours. Alors, un dernier mot quand même sur l'œuvre de l'Alliance pour les juifs allemands, les juifs autrichiens et en règle générale contre le nazisme, c'est que l'Alliance, quand je l'ai dit, elle n'a pas œuvré seule, elle a surtout œuvré avec les organisations juives américaines. Alors, il y a l'American Jewish Committee, c'était déjà vrai avant la guerre de 1914, le Joint, qui a été fondé en 1914, et c'est une aide discrète qui se fait d'abord sur un plan financier, collecte de fonds, d'informations, collecte d'informations pour le grand public, publication de placards dans la presse, par exemple au moment des lois de Nuremberg, racistes 1935, l'Alliance a fait publier un communiqué dans la presse. Et la question clé à laquelle se heurte l'Alliance, comme les autres organisations juives en France, c'est la question pratique des réfugiés. Il faut les accueillir, oui, mais faut-il les accueillir pour les intégrer en France ou faut-il les accueillir pour les préparer à un autre exil vers l'Angleterre ou vers les États-Unis? Il y a deux écoles, en fait, en France. Il y a ceux qui veulent accueillir davantage de réfugiés et les intégrer. Il y a ceux qui, au contraire, veulent fermer les frontières. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que l'arrivée de juifs étrangers ne fasse, comme le disent certains notables du judaïsme français, ne fasse monter l'antisémitisme en France. Finalement, c'est quand même l'accueil aux étrangers qui va l'emporter, et ce sera vrai jusqu'en 1939. Alors, ce qu'on peut conclure rapidement sur cet épisode dramatique des années 36-39, c'est que pour tous ces protagonistes et l'Alliance en première ligne, ces années ont été des années de désillusion totale. Quand on compare le premier bulletin de l'Alliance d'après la Grande Guerre, qui s'appelait Paix et droit, on lit cet éditorial et qu'on le met en regard de l'éditorial de l'avant-dernier numéro du mois de décembre 1939, on est frappé par ce passage d'un optimisme certain dans la foulée du traité de Versailles et de la déclaration de la SDN et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un pessimisme certain, noir même, en 1939. Je vous lis simplement une phrase de l'éditorial du décembre 1939, avant même l'invasion de la France. Nous assistons, écrit l'éditorial de Paix et droit, à un retour offensif de la sauvagerie de la primitive humanité. Voilà où en est l'Alliance, dans un état de désillusion, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En 1939, d'une certaine façon, l'optimisme des années d'avant la Grande Guerre et même l'optimisme des années 20, on peut dire qu'il est derrière, très largement derrière elle. Alors, nous parlerons de la période de la Seconde Guerre mondiale dans l'émission de la semaine prochaine, mais en quelques secondes, pour conclure, il faut aussi rappeler que la situation de l'Alliance stricto sensu en termes d'institutions et de personnel est dans une période particulièrement troublée lorsque commence la Deuxième Guerre mondiale. Très troublé, parce que comme lorsque commence la guerre, et en particulier au moment où commence l'invasion, la défaite et la débâcle, eh bien l'Alliance est obligée de quitter Paris, comme les autres, se réfugier à Vichy, comme beaucoup d'autres institutions, mais elle va très rapidement perdre le contrôle de ses écoles. Et on peut dire que les années 40-42 sont les années d'un naufrage absolu de l'Alliance, où le comité central va se disperser. D'ailleurs, elle n'a pas de président depuis 1936. Arnold Netter est mort en 1936, il n'y a que 2 vice-présidents. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.